Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne revue de marché qui commence tous les matins à 10 heures du matin. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société CMC. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 novembre et c'est le jour du NFP, d'où le titre de cette matinale en préparation du NFP. Alors le NFP, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans quelques instants. Ce sont les non-farm payroll, c'est-à-dire les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis. Ils sont attendus cet après-midi à 14h30 et c'est vraiment un chiffre d'importance. Comme tous les matins, au début de cette émission, je vous affiche un avertissement sur les risques, avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation, sur les performances, sur les CFD, sur le sentiment client. Merci d'en prendre note avant que nous commencions. Alors, nous le disions, donc aujourd'hui spécial NFP, donc l'émission vous commencez à la connaître, c'est une émission qui a lieu tous les matins à 10 heures, qui dure à peu près 30 minutes. Nous faisons 10-15 minutes, on parle des dernières news, des résultats, des décalages, des rumeurs, des annonces. Par exemple, aujourd'hui, c'est un accord à 860 millions d'euros qui est signé entre la FNAC et Darty, qui décide de se lancer dans une fusion à la française. C'est intéressant puisque la FNAC n'était pas cotée depuis si longtemps, mais avait un beau parcours. Et cela a enregistré un nouveau plus haut annuel ce matin sur le titre La FNAC. On parle bien évidemment du calendrier économique dans cette émission, puis on passe en revue les actifs attractifs, ce qui bouge le plus et pourquoi. Et bien évidemment, tout au long de l'émission, vous pouvez me poser des questions dans le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, le NFP, donc le Non-Farm Payroll, c'est la statistique de cet après-midi à 14h30. Ce sont les chiffres mensuels du chômage américain. Actuellement, le chômage américain est à 5,1% et il est attendu en baisse à 5%. Il y a de 175 à 181 000 créations d'emplois attendues en fonction des consensus, soit Reuters, soit Bloomberg ou autres. Et je vous rappelle que ce chiffre est une base de réflexion pour le changement de politique américaine. C'est-à-dire, en 2015, après 6 à 7 années de crise, après 2008, alors que l'économie américaine s'est potentiellement remise grâce à des injections massives de liquidités qui ont fait redémarrer un peu le système, donc les Américains sont en croissance et l'économie américaine va bien. Donc la Fed, qui avait décidé d'injecter de l'argent et de mettre les taux au minimum ces dernières années, a dit, bien écoutez, on va maintenant pouvoir faire machine arrière et on va pouvoir arrêter d'injecter dans un premier temps, ce qu'ils ont arrêté de faire en fin d'année 2014. Et là, depuis un an, en fait, les États-Unis auraient dû entamer un nouveau cycle de hausse de taux, car en effet, quand tout va bien dans un pays, eh bien, vous avez une hausse du PIB, puis vous avez une hausse du salaire, et puis vous montez les taux et vous rentrez dans un cycle de durcissement monétaire, on appelle ça. Le problème, c'est que quand les États-Unis ont parlé de monter les taux, bien, ça a fait un peu peur au marché, et les marchés ont reculé. Voilà. Par la suite, en cette seconde moitié d'année, si je puis dire, ce qui s'est passé, c'est que les chiffres américains ont été un peu décevants. Les chiffres américains, les chiffres économiques se sont un peu détériorés. Et donc, la hausse de taux a pris un peu du plomb dans l'aile. Là, ce qui s'est passé ces dernières semaines et en fin d'année, c'est que la Fed a réitéré sa volonté de monter les taux d'ici la fin de l'année, donc il lui reste maintenant le mois de décembre, a réitéré sa confiance sur les chiffres américains. Il y a un peu moins de crainte concernant les pays émergents et la Chine et un ralentissement difficile. Il faut dire que le président chinois a tout fait pour nous expliquer que la Chine, ça allait être 6,5% de croissance pour les années à venir, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors hier, il a quand même dit que ça pourrait être inférieur à 7% s'il y a des éléments exogènes, donc il faudra surveiller tout ça. Bref, on a quand même des banquiers centraux, des officiels qui sont positifs pour la suite.
C'est généralement ce qu'on leur demande. Et, euh, et donc voilà, on se dirige peut-être potentiellement vers une hausse de taux fin 2015, début 2016 aux États-Unis, mais pour cela, il leur faut quoi? Il leur faut des bons chiffres. Donc en gros, si cet après-midi vous avez un très bon chiffre du NFP, ça plaidera pour une hausse de taux en fin d'année. Si vous avez un mauvais chiffre cet après-midi, ça plaide plutôt pour le fait que les États-Unis attendent 2016 pour monter les taux. Alors, vous pourriez me dire, oui Nicolas, donc si le chiffre est bon, ils vont monter les taux, donc les indices vont baisser. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait penser qu'une hausse de taux va faire baisser les indices? Eh bien parce qu'une hausse de taux, ça augmente la rémunération du marché obligataire. Vous montez les taux, ça veut dire que l'obligataire va rapporter plus. Or, qui dit que l'obligataire qui est très safe, très sûr, rapporte plus, eh bien dit que certains vont retirer leur argent des actions. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que généralement une hausse de taux fait baisser les actions. Donc pendant plusieurs mois, à chaque fois qu'on parlait hausse de taux, vous aviez les actions qui avaient un petit contre-coup. Ce qui est un peu en train de changer et qui est important à comprendre, c'est que qui dit hausse de taux dit croissance économique et dit que tout va potentiellement bien. Et je pense qu'on pourrait avoir un changement de réaction des opérateurs par rapport à cette possible hausse de taux. C'est-à-dire que cette hausse de taux tant attendue des États-Unis, et on a eu peur qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils ont dit qu'ils pourraient ne pas le faire, etc. On a tellement envie qu'ils le fassent pour dire ça y est, c'est fait, c'est bon, on arrête d'en parler. Ça y est, c'est bon, c'est acté, les chiffres américains sont bons, donc ils montent les taux. Je pense que parler d'une hausse de taux, voire monter les taux, pourrait ne pas faire tant baisser les indices que ça. Parce que les opérateurs pourraient dire, bon, bah, ils ont monté les taux, donc ça va bien. Donc, il n'y a pas de raison non plus que les indices se cassent la figure. Voilà. C'est pour ça que dans ma présentation, je vous mettais réaction du marché très court terme, mais contre-coup possible. Parce que à très court terme, on peut avoir parfois par exemple, un très bon chiffre du chômage, et puis on a une baisse des indices. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, hein. Un bon chiffre du chômage, c'est censé être bon pour l'économie, donc bon pour les indices. Mais qui dirait très bon chiffre du chômage dit forte hausse, probabilité de la hausse de taux en fin d'année et dit que ça peut peser un peu sur le marché action. Donc voilà, il faut faire attention au contre-coup possible parce que vous pouvez avoir un chiffre qui sort, qui est bon, des indices qui baissent pendant 15 minutes et puis ensuite ils explosent à la hausse. Voilà. Donc de ce fait, ce que je dis depuis des années, c'est que les NFP, c'est quand même une des statistiques les plus importantes au monde sur les marchés boursiers. Je pense donc qu'il est important de prendre des mesures avant une telle statistique, c'est-à-dire peut-être sortir les positions intraday, être moins en position swing, avoir un levier modéré, bref, toutes les règles de savoir vivre, savoir trader qu'il faut respecter pour ne pas se faire mal sur un tel chiffre. Alors, aujourd'hui, que se passe-t-il sur le marché action, notamment sur les résultats d'entreprise? Alors, on a JCDecaux qui fait moins bien que prévu. Il y a une hausse de 14% du chiffre d'affaires, mais ça ne suffit pas. JCDecaux, c'est une entreprise qui croît, qui a une croissance relativement importante depuis des années. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière et la semaine d'avant, parfois vous avez des mauvais chiffres et ça monte, parfois vous avez des bons chiffres et ça baisse. Là, ce qui s'est passé sur JCDecaux, c'est que le chiffre est un peu décevant, donc le titre ouvre à moins 10%. Qu'est-ce qui se passe dans les premiers échanges? Eh bien, le titre a pris 13% à la hausse. On a ouvert, je dirais même, à moins 14, et à un moment, le titre était plus qu'à moins 3. Donc ça montre bien que la réaction au résultat est un peu exagérée. Et qu'est-ce qu'ont fait les opérateurs en voyant cette réaction exagérée suite au résultat? Eh bien, ils se sont placés à l'achat. Et les acheteurs ont payé de 34 à 37 euros en 1h30, en 1 heure, ce qui montre bien que c'était pour eux une opportunité de se placer. Gameloft a publié son T3 et a baissé dans un premier temps, mais là je crois que le titre est repassé dans le vert. Donc Gameloft, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne se rappellent pas, c'est une société qui travaille dans les jeux vidéo. Gameloft et Ubisoft sont deux sociétés françaises dans les jeux vidéo, et Vivendi
a pris des participations dans ces deux sociétés-là et depuis 2-3 semaines, les cours de ces deux sociétés-là sont recherchés. Les cours montent parce qu'il y a des rumeurs de prise de participation supplémentaire. Donc Gameloft avait atteint une résistance à 5,60, je vous l'avais montré en données hebdomadaires, elle était parfaite. On a échoué sous ce seuil, on a perdu quelques pourcents, les résultats sont tombés, ce matin on touchait les 4,80. Donc on a très proprement touché 5,60, on est revenu sur 4,80, donc on a perdu 13-14%. Et puis les opérateurs de nouveau se sont placés sur ce repli. Sanofi a publié un plan stratégique de long terme, un plan stratégique à 5 ans quand même. Donc pour un groupe pharmaceutique, c'est vraiment le fruit d'une réflexion d'importance. Sanofi a déployé son plan et perd 5%. Donc ça veut dire que le marché n'est pas très friand du plan stratégique actuel. Quant aux sociétés parapétrolières, souvenez-vous, hier, on avait CGG qui faisait plus de moins 10% suite à des mauvais résultats. Ce matin, c'est Morel et Prom qui a donné ses résultats et qui a fait état d'un chiffre d'affaires de moins 54%. Néanmoins, le marché attendait ce mauvais chiffre et résultat, l'action ne perd que 1% ce matin. Quant à ceux qui avaient remarqué que je suivais les parapétrolières et le pétrole depuis un certain temps déjà, vous n'êtes pas sans savoir que ma valeur favorite est Valorec. Elle est ma favorite parce qu'elle est propre techniquement et parce qu'elle est relativement solide. Valorec, donc, c'est une valeur où j'avais parlé de ce titre-là il y a un mois et demi quand elle était à 8 euros, puis elle était passée de 8 à 12, elle avait pris 50%. La semaine dernière, elle était revenue sur 10 euros, il y avait des velléités haussières, j'en ai parlé dès ce début de semaine, elle est montée de 16% et elle est montée à 11,60. Néanmoins, mercredi avec la retombée du WTI et jeudi avec la publication de chez GG qui a mis le froid sur le secteur, elle était retombée sur 10 euros. Bah, j'en pense toujours la même chose, elle était à 10 euros ce matin, tout comme elle l'était en début de semaine, et c'est une belle valeur. Par contre, maintenant, nous verrons la publication des résultats du groupe lundi, ce qui nous donnera le tempo pour la suite. Sinon, à l'international, Richemont déçoit par ses ventes de montres. Le luxe, en général, n'est pas à la fête en ce moment. Donc, LVMH perd 4%. Telefonica, l'opérateur principal en Espagne, reprend de la hauteur. Et Balconsensus, il profite de la pseudo-reprise espagnole. Hier, les banques étaient en soutien et c'était les pharma qui chutaient aux États-Unis. Il y a encore des problèmes de régulation. Il y a Valeant, qui est un groupe qui avait vraiment été à la fête et qui était passé de 15 à 250, qui avait fait la richesse de tous les fonds d'investissement, qui est repassé de 250 à 70. Donc voilà ce qui se passait hier aux US. Enfin, l'indice chinois, donc le Shanghai Composite. Donc vous voyez, j'écris SH Comp, c'est pour que vous compreniez aussi ces acronymes que j'utilise, que vous puissiez les reconnaître notamment sur Twitter. Donc le SH Comp est en hausse de 6% sur la semaine et c'est sa première hausse hebdomadaire depuis un mois. Voilà. Quant aux statistiques, donc hier, les demandes d'allocation US étaient un petit peu supérieures aux attentes, mais bon, on attend principalement le NFP, donc le chiffre de cet après-midi. Les stocks de gaz ont été publiés un peu inférieurs aux attentes et ont confirmé le retournement qu'on avait évoqué possible sur les plus bas de 15 ans. Hier, c'était le Super Thursday, donc la BOE est restée très dovish, accommodante. La BOE a abaissé ses prévisions de croissance pour l'année prochaine. Ils ont dit qu'ils étaient peut-être un peu moins enclins à monter les taux qu'ils ne le pensaient. Il faut quand même savoir que Fed et BOE sont dans un cycle de potentiel durcissement monétaire. Depuis un an et demi, les deux nous en parlent, mais depuis un an et demi, rien n'a été fait. Voilà. Pourquoi est-ce que rien n'a été fait? Eh bien, parce que tout simplement, les chiffres économiques ne sont pas si bons que cela. Ce matin, un chiffre de la production industrielle allemande décevante. C'est l'impact, je pense, du ralentissement chinois qui se fait sentir. Et puis à 14h30 cet après-midi, on aura le NFP, bien évidemment.
On va regarder ensemble le palmarès des actions. On a aussi Société Générale qui est... Alors, le titre, un des titres en plus forte hausse, c'est HIM Media. Donc 20% de hausse suite à la publication des résultats. Vous avez Selectis qui approche de ses plus hauts annuels et historiques, qui est très en forme cette semaine, qui a pris plus de 30% en quelques séances. Valneva dans les biopharmaceutiques qui reprend de la hauteur également. Ça, c'est une valeur que j'aime bien, je vous en parlerai une autre fois. Air France, alors que toutes les compagnies aériennes gagnent de l'argent et publient des bons résultats, eh bien cela soutient Air France. Bon, bah, Air France, elle, n'augmente pas ses résultats et ne gagne pas plus d'argent, voire même en perd un peu plus, mais c'est le secteur qui est porté à la hausse et ça aide le titre. On est de nouveau sur les 7 euros, je ne sais pas ce qui va s'y passer. Après, bon, Air France, c'est un dossier sur lequel il est difficile d'être haussier à long terme. Société Générale est toujours recherchée. Hier, elle a publié des résultats. Ça a ravi le marché et donc le titre continue de monter ce matin. Crédit Agricole, c'est le contraire. Les résultats étaient mauvais et et le titre a été un peu massacré hier de 10%. Donc, elle se reprend de 1,5 ce matin. BNP, puisque tout le secteur bancaire est recherché, elle continue de grimper gentiment. Genfit tient le choc en attendant donc des news à la fin du mois de novembre. Quoi d'autre? La Fnac, donc... Alors la Fnac était en hausse de 7-8% tout à l'heure, puis a tout retracé là. Bon, c'est pas étonnant de voir un courant vendeur aussi se montrer. Le titre vient de prendre 30%. Là, il y a la fusion avec Darty qui est annoncée, donc... je suppose que les opérateurs demandent un peu plus de visibilité sur le dossier. Et puis, seule parapétrolière en hausse ce matin, c'est Vallourec. C'est ma petite préférée. J'avais parlé donc de Vallourec lorsqu'elle était sortie de son canal baissier ici, vers 8 euros. Elle avait bien enchaîné à la hausse. J'en ai reparlé donc début de semaine et puis elle a pris 15%. Étant donné que le WTI et CGG ont déçu, elle est revenue de nouveau sur sa zone de soutien. Si lundi les résultats de Vallourec sont mauvais, déçoivent le marché, que le WTI baisse, etc., et qu'elle passe sous ses plus bas récents, eh bien ça veut dire que la tendance baissière de moyen terme reprendra et qu'il vaudra peut-être mieux rester à l'écart de ce dossier. A contrario, si on tient la zone des 9,70 euros et que ça relance une nouvelle fois, une vague haussière secondaire pourrait de nouveau ravir les investisseurs. Total aussi un petit peu en soutien aujourd'hui sur le CAC 40. Rappelons que Total pèse 15% du CAC. Alors Total, c'est intéressant. Il y a vraiment une zone là, 46, 50, 47 qui doit être dépassée pour qu'on aille chercher les plus hauts annuels, les 50 euros. Et en fait, il suffirait que Total fasse ça, remonte vers 50 pour que le CAC retrouve ses plus hauts annuels vers 5200 points. Pour moi, si vous voulez, il y a eu des vagues de résultats. Les bancaires ont bien soutenu. Il y a eu des titres qui... Pour la plupart des résultats, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on a fait des plus 5, plus 10, moins 5, moins 10. Donc il y a vraiment des valeurs dans des secteurs qui ont été arbitrés. Hier, par exemple, vous voyez le secteur bancaire. Vous avez Crédit Agricole qui fait moins 10, Natixis qui fait plus 6. C'est quand même hallucinant de voir 16% de différentiel entre deux actions du même secteur. Voilà. Pascal me dit CGG on vend, alors vous faites ce que vous voulez Pascal. Moi ce que je disais sur CGG hier, c'est que si elle avait tenu son support suite à la publication de ses résultats, elle aurait pu repartir à la hausse et en fait elle a cassé son support. Vous voyez, hier CGG, elle a publié, elle a touché son support à 3,60. Si elle avait réagi qu'elle était repartie à 3,70 comme je vous l'ai dit hier pendant l'émission, alors on aurait eu les prémices d'un rebond sur support et d'une possible relance à la hausse. Au contraire, ça a clôturé dessous, donc c'est terminé. Alors, vous aurez remarqué que souvent je fais de l'analyse en chandelier journalier. C'est pas pour rien, parce que les chandeliers japonais journaliers sont les plus vus, les plus suivis, les plus importants, les plus parlants. Un chandelier 4 heures, c'est bien, un chandelier horaire, c'est bien, mais ça ne change pas la donne en swing. Un chandelier journalier, c'est super important. Si hier on avait réagi sur support qu'on était reparti, bien ça montrait la tenue, ça n'a pas tenu, donc il y a rien eu.
Donc souvent, je vais vous parler d'un actif, d'une valeur, d'une paire de devises qui est sur un support clé. Et ben, vaut mieux attendre le soir de savoir si le support a tenu ou s'il a cassé, et puis d'agir en fonction. Voilà. Quoi d'autre dans les titres en baisse, donc on a dit Sanofi moins 6, elle est délaissée par le marché. Le luxe, LVMH moins 5 avec Richemont qui fait moins bien que prévu. JC Deco moins 5 avec des chiffres corrects mais un peu inférieurs à ce qu'attendait le marché. Donc vous aurez remarqué que sur JC Deco on a ouvert très bas et les opérateurs ils ont fait quoi? Ils ont payé tout le long. Solocal, donc Solocal, ça fait une semaine qu'elle essaye de casser son oblique de résistance. Alors c'est hallucinant, parce que c'est un petit titre. On pourrait s'attendre à parfois que ce soit un peu brouillon. Alors ça l'est en termes de volatilité, elle est ultra volatile. Par contre, regardez, ces derniers jours, l'oblique baissière ici, que j'ai tracé en bleu, je l'ai tracé en rejoignant le point haut d'ici de juillet et le point haut d'ici d'octobre. Jamais au millimètre près, elle n'aura clôturé au-dessus de l'oblique. Donc jamais elle n'aura donné de signal de continuation et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas continué et elle a même réintégré cet oblique à la baisse. Donc très très propre ce local. Généralement, il y a un adage qui dit pas de signal, pas d'achat. Voilà. Pascal Botton disait CGG on vend. Alors après, si vous voyez qu'un support casse et que vous voulez vendre, faites donc. C'est chacun sa stratégie ici. Il est clair que CGG Veritas est un peu délaissé. Après, Pascal, on a aussi vu CGG réagir très fortement entre 3 et 3,30 ces derniers mois. Est-ce qu'elle va créer un range? C'est une éventualité. Une chose est sûre, les résultats viennent de paraître. Ils ont été mal accueillis par le marché et elle baisse. Donc c'est pas très, très positif. Alors, j'ai Jean-Jacques et Thierry qui me parlent tous les deux de divergence sur les indices, donc on va en parler maintenant tout de suite. Alors, sur les indices, comme je vous l'ai expliqué hier, les indices sont très neutres en attendant le NFP. Si vous regardez le Nikkei, donc vous voyez une tendance haussière, vous avez l'impression qu'on est en train de casser les résistances et qu'on est en train de prendre appui sur les résistances et que ça va monter. Donc si on regarde le Nikkei, on se dit ça y est, c'est bon, c'est en train de passer, ça ne peut que monter. Si on regarde le FTSE, eh bien on se dit que c'est le contraire. On est de nouveau sous résistance et de nouveau ça ne passe pas. On est en tendance baissière de moyen terme, donc attention à la baisse. Et puis si on regarde l'Eurostoxx, comme je vous l'expliquais hier, et bien si on regarde l'Eurostoxx, on se dit qu'il faut attendre. L'Eurostoxx est coincé dans un range depuis 10-12 séances. C'est un range horizontal compris entre 3380 et 3460 points. Pour l'instant, ça tente de passer à la hausse, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'on attend des catalyseurs. Il faudra voir cet après-midi comment le marché réagit au NFP. Si on passe les résistances en force, c'est que potentiellement on va avoir une nouvelle vague haussière sur les indices boursiers, sur les actions en général. Si au contraire le chiffre déçoit, eh bien on passera du haut du range au bas du range, voire même en dessous, et c'est ce qui pourrait peut-être profiter à ceux qui ont été patients et qui attendent des replis sur l'indice pour pouvoir se positionner dans le sens de la tendance haussière. Quant au DAX, dont je sais que certains d'entre vous aiment bien le trader, regardez à quel point il est très propre dans son canal haussier. On avait parlé de la zone 11 000, 11 020 qui était la borne haute du canal, ça a reflué. On est revenu hier soir sur la borne basse à 10 790, 10 800 pile poil, c'est remonté dans la foulée. Donc voilà, on a ici un petit canal haussier qui cadre parfaitement les prix. Si ça doit partir à la hausse, l'objectif théorique, c'est le haut de canal, la MM200 et l'oblique baissière. Tout ça, ça passe à 11 100 points. Donc, on va dire zone 11 060, 11 100. Quant au support, il y a un support clé à 10 800 et sous 10 800, 10 700 et 10 520. Voilà. Donc on a parlé des actions, on a parlé des indices. Dans les matières premières, vous ne serez pas étonné de savoir que l'or, le WTI sont en fait sur des zones de prix d'importance et que c'est le NFP qui va décider de la suite. L'or est pile poil à 1100, 1110 comme de par hasard le support qui a entraîné des rebonds ces derniers mois. Est-ce que cela va encore entraîner un rebond ou est-ce qu'on va tout casser? Réponse à 14h30. Le WTI... il est pas très solide.
Je disais hier qu'il aurait fallu tenir la zone des 45, 50, 46 et puis il est passé dessous. Alors comme d'habitude, ce vendredi soir, il y aura la publication du nombre de puits de pétrole aux États-Unis, ce qui maintenant fait pas mal de volatilité sur les cours du pétrole. Donc cet après-midi, il y aura et le NFP et la publication des puits de pétrole à 19h. Et bah voilà, si on casse les plus bas, qu'on accélère vers 44, c'est que bon bah à court terme, il y aura des velléités baissières et il sera difficile d'envisager une remontée vers 50. Quand on était à 43, je me suis dit on va remonter à 50, on s'est arrêté à 48. Bon bah en fonction de la journée d'aujourd'hui, soit on redémarre vers 50, soit on les oublie. Donc les matières premières, de toute façon, ça dépend vraiment des chiffres de cet après-midi. Après, sur les devises, on doit avoir l'USD-Yen qui est cantonné pile poil sous résistance, la zone des 121, des 122, excusez-moi. Donc effectivement, on est à 121,90, on est pile poil dessous. Donc là, on pourrait se dire si le NFP est très bon, va y avoir hausse de taux, donc hausse du dollar. Si le NFP est mauvais, il y aura baisse du dollar. Après, ce qu'il y a, c'est que l'USD-Yen est très corrélé aux indices. C'est que si les opérateurs prennent des bénéfices sur indice parce que le chiffre est bon, bah, la paire pourrait aussi baisser. Je trouve que c'est une situation qui est vraiment pas évidente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de moyen terme qui est haussière, une tendance journalière qui est haussière, et que jusqu'ici, à chaque fois que ça se replie, c'est payé. Donc, comme je le disais hier sur Twitter, moi, la simplicité sur l'USD-Yen, c'est pas de regarder les résistances puisque la tendance est haussière, c'est de regarder les supports. Tant que l'USD-Yen est au-dessus de 120,50 de la MM20 et de la MM250, c'est haussier, c'est acheteur. Si on les casse, ça passera baissier. Voilà. L'USD TRI donc, nous montre que la lire turque est toujours faible. Donc il y a eu les élections en Turquie, il y a eu la spéculation sur les élections, on a baissé sur l'USD TRI, donc on était remonté sur la lire. Il y a eu les élections qui ont emmené un pic je dirais, de complaisance et de positivisme. Mais on voit bien que la lire n'arrive pas à se reprendre réellement à moyen terme, étant donné que les fondamentaux politiques, économiques ne changent pas. L'AUD-NZD, c'est une paire dont on a parlé de début de semaine pour son hypothétique renversement haussier. Dans les séances à venir, soit on cassera un 0,9 et ça ouvrira un nouveau potentiel haussier, soit il y aura un repli qui sera éventuellement à mettre à profit. L'euro GBP se maintient dans son range de moyen terme. Forte réaction des cours hier, à noter. Donc c'est une paire qui se traite que sur des extrêmes, l'euro GBP. Bas de range, haut de range. Après, ceux qui veulent intervenir sur le milieu du range, c'est un peu moins facile. Ça dépend de votre style. Quoi d'autre la livre a reculé hier très fortement, étant donné que la BOE a écarté une hausse de taux à court terme. Donc je ne sais pas si vous tradez depuis longtemps, mais en gros l'année dernière la BOE a fait la même chose. Les chiffres sont améliorés, elle a dit on va monter les taux. Puis elle a arrêté de dire qu'elle allait monter les taux et on s'était recassé la figure. Donc c'était de juillet 2014 jusqu'au début 2015. Début 2015, de nouveau, oh ben on va monter les taux comme les Américains, les chiffres sont bons. Et puis là, hier, ils ont déçu. Ils ont dit oui, non, là les hausses de taux on va peut-être pas voir tout de suite. Et puis bah la Chine ça ralentit, donc on va peut-être aussi abaisser nos prévisions de croissance. Donc là, c'est pas le moment. Résultat, la livre a perdu de sa superbe. Et la livre perd de sa superbe pour la suite à cause de ça. Les plus fortes baisses du jour, c'est la livre contre le NZD, contre le dollar, contre le CAD, contre l'AUD. Donc voilà, la livre en prend un coup et c'est pas que pour une journée ou deux, hein, c'est pour les fondamentaux de moyen terme. Quant à l'euro-dollar, l'euro-dollar il est posé non loin de la borne basse de son range de long terme. Donc si cet après-midi le dollar est délaissé par les investisseurs, que les chiffres sont mauvais, etc., on pourrait voir un rebond puissant de l'euro vers les 1,10 voire 1,11. A contrario, si là le marché price une hausse de taux en décembre, une implication haussière pour le dollar, etc., on ira challenger la borne basse. Ce qui est certain, c'est qu'hier, c'était pas la bonne journée pour shorter l'euro en bas du range et c'est pour ça que je vous l'avais mis en exergue.
Et ce qui est certain, c'est que si les chiffres font que le dollar baisse, l'euro peut tout à fait rebondir de 300 points. Même si vous pensez que l'euro va aller à la parité à moyen terme, rien ne l'empêche de remonter à 1,10 avant d'aller à la parité. Voilà. Donc, euh, donc, soyons pragmatiques. Alors Thierry me dit, il y avait-il bien une divergence baissière sur le CAC? Donc, et j'ai quelqu'un d'autre aussi qui m'a parlé de divergence baissière sur le DAX, le CAC, le DO. Alors on va prendre le CAC pour regarder ça. Les divergences, c'est des choses que les traders particuliers ont tendance à chercher pour justifier le fait de prendre une position vendeuse dans une tendance haussière. Donc c'est ça qui est toujours un peu problématique. Donc là, il y a bel et bien un effet divergence. Vous voyez, donc qu'est-ce que c'est qu'une divergence? Vous avez généralement le RSI, par exemple, qui est un indicateur qui va être en surachat, en survente ou en zone de neutralité, qui va suivre les cours. Les cours montent, le RSI monte, les cours baissent, le RSI baisse. Et ensuite, on va essayer de trouver des divergences entre les indicateurs et les prix. Donc là, par exemple, vous voyez le point ici en haut sur le RSI correspond à un point haut de marché. Le marché était monté en ligne droite et donc l'indicateur était monté fortement. Puis il y a eu une stabilisation des cours. Et là, en début de semaine, les cours sont allés inscrire de nouveaux plus hauts et le RSI ne suit pas. Il montre une potentielle divergence. Alors je dis potentielle divergence parce qu'en fait il suffirait qu'aujourd'hui le CAC clôture à 5050 points, que les cours s'envolent pour que le RSI reparte en zone de surachat et dépasse son point précédent. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux divergences sur le RSI. La divergence, elle ne dit pas vendez. La divergence, elle dit faites attention. Voilà. Donc oui, c'est ce que je me tue à vous dire en fait ces dernières séances, c'est qu'il faut faire attention parce que l'indice français comme l'indice japonais vous délivre un message d'optimisme et du fait qu'il est en train de passer, mais l'indice anglais vous montre bien qu'on est bloqué sous résistance, et l'indice européen, l'Eurostoxx le plus représentatif, vous montre bien qu'on est neutre. Donc, on se doute bien que le CAC est monté un petit peu comme ça par excès de folie. Il avait envie d'aller toucher 5000 points pour qu'on puisse marquer tous 5000 points sur Twitter et qu'on écrive des analyses dans la presse pour dire ça y est, c'est de nouveau la fête sur les actions, on a retrouvé les 5000 points. Il l'a fait sans volume, il l'a fait alors que le NFP était aujourd'hui, donc c'était hier et avant-hier. Donc en gros, regardez bien, la résistance elle est à 4950, on est à 4954. Donc on a tenté de passer, c'est ça qui fait que l'indicateur lui ne suit plus et que les cours sont juste au-dessus. Voilà. Donc il est clair que ça veut dire faire attention, ça veut dire si cet après-midi vous avez le support à 4930 qui cède, le canal haussier qui casse et l'indicateur qui part à la baisse, les cours qui partent à la baisse, oui, la divergence sera validée, on aura un signal baissier de rupture de tendance haussière et on aura une consolidation. A contrario, le support à 4930 tient si les chiffres sont appréciés par les opérateurs et qu'on remonte vers les 5000 et qu'on les dépasse, alors je pense que le RSI dépassera ses plus hauts précédents, invalidera la divergence et à ce moment-là, on comprendra bien que la divergence voulait dire faites attention et non pas le signal vendeur est donné ou un signal vendeur est donné. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit, un bon NFP. Je pense que parfois, vous voyez, quand on attend un chiffre comme le NFP, ce qui compte, c'est pas de savoir s'il faut être acheteur ou vendeur là tout de suite maintenant, puisque ça revient à jeter une pièce en l'air. Par contre, peut-être que la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais faire en fonction de quoi? C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, si on casse le support à 4930 par exemple, vais-je prendre une position vendeuse pour jouer la baisse du CAC ou vais-je attendre un retour du CAC vers son support à 4840 pour en acheter? Et en fonction de votre avis en fait fondamental, en fonction de votre avis sur les marchés actuels, vous allez définir votre stratégie, puis vous agirez après les chiffres économiques
posément en fonction de votre stratégie. Par contre, se dire pif nique douille, le vent pointe par là-bas, j'achète avant le NFP, je pense que pour brûler un compte de bourse, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc la prudence est le mot d'ordre. Paul me dit pourquoi donc pseudo-reprise espagnole. Je connais la réponse, je demande pour tes auditeurs. Bien tout simplement parce que les chiffres espagnols sont en demi-teinte, que la seule raison qui fait que l'obligataire espagnol est redescendu, c'est que la BCE achète toutes les obligations espagnoles qui traînent, qu'en Espagne on a un chômage des jeunes qui dépasse les 35% me semble-t-il. Donc alors que les médias s'enjaillent à nous dire qu'il y a une reprise espagnole en place, c'est un moins pire que pire. Voilà, mais on peut pas dire que ce soit bien non plus. 35% de chômeurs chez les jeunes et plus de 20% de chômeurs chez les autres. Alors, j'ai oublié le gaz. Le gaz, il est là. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai parlé du gaz depuis 2 semaines, 3 semaines, un mois? Eh bien parce que quand on regarde le graphique du gaz sur les 15 dernières années, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il est venu dans la zone des 1,90, 2,10 en 2001, 2002 et 2012, à chaque fois qu'il a touché ça, c'était un point bas majeur. Avant une remontée des cours de 50, 100, 200, voire 300, voire 500%. Les cours du gaz, alors qu'on avait des températures élevées, des stocks élevés, ils ont touché les 2,05, ils sont approchés des 2. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir en données hebdomadaires? On peut voir maintenant qu'on est à 2,26, qu'on a repris 10% par rapport au plus bas, que les stocks de gaz sont sortis inférieurs aux attentes hier et qu'on a potentiellement les prémices d'un rebond sur un support long terme. Et quand on zoome en données journalières, eh bien, on constate bien effectivement que les acheteurs se sont bien présentés, le cours a méché, c'est reparti à la hausse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement le gaz a fait un point bas de moyen terme, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a des acheteurs présents dans la zone des 2,10. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y retourner, mais ça veut dire que si on y retourne, vous savez qu'il y a des acheteurs qui y sont présents. Voilà. Et après, je pense que sur le gaz, il y a une zone qu'il va falloir passer. C'est la zone de gap ici des 2,27, 2,30 qui a été laissée ouvert à la fin du mois d'août lorsqu'on a eu la fin de l'accélération baissière. Une telle accélération baissière, on appelle ça un selling climax. Ce sont des ventes paniques et ça marque la fin d'un mouvement baissier. En fait, il y a une accélération de la volatilité et des baisses, et puis hop, d'un coup, ça repart à la hausse. Paul me dit, si tu places une droite sur plus haut de cette année sur le CAC, quels sont les objectifs de hausse? Si on se met en données hebdomadaires sur le CAC 40, de toute façon, l'objectif théorique, si on se maintient dans la tendance haussière, c'est de retourner vers 5002 en fin d'année. La question, c'est est-ce que la Fed va rassurer en remontant les taux? Est-ce que le marché va bien le digérer s'ils le font fin d'année en décembre? Est-ce que Draghi, qui a dit qu'on aurait plus de Q en Europe, va vraiment donner des éléments en début décembre? Et en fonction de ce que vont dire les banquiers centraux lors de la première quinzaine de décembre, ça va donner le tempo. En théorie, ils vont tout faire pour qu'on finisse l'année en beauté. En fait, ce que je pense en ce moment des marchés, c'est que, hormis éléments exogènes, on pourrait rester dans une orientation positive en direction des plus hauts annuels et historiques de certains indices. Voilà. Plus haut annuel pour le CAC, plus haut historique pour le SP500. Néanmoins, il faut toujours rester sur ses gardes, toujours être prêt à profiter d'éventuels replis en tendance haussière. Donc certains qui n'ont pas pris le train de la hausse et qui veulent rester patients attendront un éventuel accident de parcours, puisque c'est généralement sur ces fameux accidents de parcours qu'on obtient les meilleurs prix d'entrée. Preuve en est au mois d'août, quand les prix se sont cassés la figure fin août, c'était en fait un des meilleurs moments pour rentrer sur le marché à bon prix. Voilà, sur ce, je pense qu'on a bien fait le tour de la chose. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, que ce format de la matinale avec l'actualité, des graphiques, puis des questions-réponses vous plaît.
Vous êtes en tous les cas tous les jours de plus en plus nombreux et de plus en plus inscrits. J'ai maintenant des personnes qui appellent au bureau à 9h59 pour savoir pourquoi on n'a pas commencé. C'est que vous êtes demandeurs et je vous en remercie. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon NFP, un très agréable week-end et je vous retrouve lundi matin pour la matinale à 10h. Bonne journée à tous.